laisse-moi te poser une question. Quelle est l'idéologie politique de Vladimir Poutine? Est-il plutôt de gauche ou de droite? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors je t'imagine souffler. Encore un mec qui va nous parler sur Poutine. Ça fait 2 ans qu'on nous parle de lui. Qu'est-ce qu'on peut encore nous raconter sur lui qu'on ne sait pas déjà? Eh bah, détrompe-toi, dans cette vidéo, on va parler de choses que pas beaucoup de gens connaissent. Jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, tous les analystes reconnaissaient sa vision stratégique. Il était peut-être néfaste, autoritaire et antidémocratique, mais il n'était pas idiot, loin de là. Mais après toutes les erreurs qu'il a commises en Ukraine, c'est plus si évident que ça. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer sur sa biographie. Qui est Vladimir Poutine? Quel héritage politique espère-t-il laisser derrière lui? Et bah, pour bien capter, on va commencer par le début. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Si tu veux taper la discute, tu peux nous envoyer un DM sur Insta ou écrire un commentaire. Ah, et pour info, on a lancé une plateforme de crowdfunding sur Tipeee. Si t'as envie de nous payer un café ou une nouvelle caméra, jette-y un coup d'œil. Allez, on démarre. La carioca du KGB au Kremlin. Depuis son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine cultive son image, celle d'un homme fort, d'un leader, d'un mâle alpha. Mais et si je vous disais que l'ancien agent du KGB était beaucoup plus discret? En vrai, à l'époque, sa vie ressemblait surtout à celle d'un gratte-papier. Tout le contraire d'un chef d'État voyou et intimidant. Poutine est né en 1952 dans la ville la plus libérale de l'ex-URSS, Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Sauf que contrairement à Zelensky, Poutine a grandi dans une famille ouvrière. Son père était un communiste pur jus et sa mère une fervente chrétienne orthodoxe, si bien qu'elle a décidé de baptiser son fils en secret à l'insu de son père. Autrement dit, dès sa plus tendre enfance, Poutine était confronté à plusieurs contradictions. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles ont refait surface tout au long de sa vie. Suffit de lire l'une de ses citations les plus connues pour s'en convaincre. Quiconque ne regrette pas la disparition de l'Union soviétique n'a pas de cœur. Quiconque souhaite sa restauration n'a pas de cerveau. Vladimir Poutine, 20 février 2000. Alors ce qui est d'étonnant en plus, c'est que durant sa jeunesse, Poutine était un patriote soviétique. Dès la fin de ses études, en 1975, il rejoint le KGB. Knock knock. Who's there? KGB. KGB. Viva ask the questions! What the hell was that? Alors, petite précision, le KGB, c'est l'ancêtre du FSB, et c'était l'agence de renseignement soviétique, l'équivalent de la CIA. Et c'est justement là que démarre le mythe de Poutine en tant que héros de la nation russe. Or, à l'époque, Poutine était surtout chargé de recruter des informateurs. Il a été affecté à une antenne de Dresde en plein cœur de la RDA. Et puis, un beau jour, à la fin des années 80, survint l'un des événements les plus marquants de l'histoire contemporaine, la chute du mur de Berlin le 9 novembre 89. Quelques mois plus tard, l'Allemagne est réunifiée. 3 ans s'écoulent avant que Poutine retourne dans sa ville natale. La raison de son retour, Mikhail Gorbatchev venait d'annoncer la dissolution de l'Union soviétique. Pour Poutine, ça a été un tel choc qu'il décida de démissionner et de se lancer en politique. Il devient alors conseiller du premier maire élu démocratiquement à Saint-Pétersbourg et sa première mission consiste à attirer les investissements étrangers. C'est à partir de ce moment-là que l'ascension au pouvoir de Poutine a débuté. En fait, il a noué des liens très forts avec l'oligarchie de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville la plus importante de Russie et la plus tournée vers l'Occident. Grâce à ces oligarques, il parvient en 1998 à prendre la tête du service fédéral de sécurité, le successeur du KGB. Sauf qu'en parallèle, il était également devenu une importante figure politique. Et là, bam, deuxième choc pour Poutine, il perd sa mère. Alors, perso, je trouve ça moyen de rentrer dans l'intimité des gens. Mais on raconte qu'elle lui aurait offert sur son lit de mort son crucifix qui ne l'aurait plus jamais quitté depuis. Enfin, ça, c'est ce que disent les biographes de Poutine, hein. Le truc, c'est que ça aurait eu un profond impact sur sa foi. Et ça va pas mal compter plus tard. On y reviendra. Bref, en 99, Eltsine, le président sur le déclin, prépare le terrain pour son poulain Poutine. Il le nomme donc Premier ministre avant que celui-ci ne devienne président par intérim suite à la démission d'Eltsine. Poutine convoque alors des élections qu'il remporte haut la main dès le premier tour avec 53% des voix, devenant ainsi en 2000 président de la Fédération russe. Eltsine lui avait ouvert la voie à lui de faire ses preuves. Mais comment a-t-il gagné une telle popularité alors que personne ne le connaissait quelques mois auparavant? Et ceux qui le connaissaient le craignaient. Bah,
En fait, il a fait campagne sur 2 promesses. Réformer l'économie, durement touchée par la crise de 98, et mater la rébellion tchétchène. Parce que oui, à l'époque, les séparatistes tchétchènes avaient perpétré plusieurs attaques terroristes qui avaient abouti à une confrontation militaire avec l'armée. Les braises de la première guerre de Tchétchénie, qui s'était soldée sur une défaite russe, étaient encore chaudes. Poutine cultivait une image de force et de leadership. Il était donc l'homme de la situation. Poutine a promis aux Russes un air de renouveau. Mais il était aussi conscient que depuis l'effondrement de l'Union soviétique, une partie de la population se sentait déboussolée. C'est pourquoi il a tenu à rétablir l'hymne soviétique tout en altérant légèrement les paroles d'origine. Pareil avec le drapeau de l'URSS qui fut à nouveau hissé à quelques rares occasions lors des cérémonies de commémoration. D'où le fait qu'aujourd'hui, on voit des chars russes battant pavillon soviétique en Ukraine. Mais par-dessus toute cette symbolique, quels sont les repères cardinaux de Poutine? Et en quoi croit-il réellement? Eh bah, chapitre suivant. Le capitalisme à la Poutine. Tout à l'heure, on disait que Poutine avait occupé un poste de grade-papier, puis de correspondant du KGB à Berlin, jusqu'à la chute du mur. Il a donc été aux premières loges pour constater l'inefficacité de l'administration soviétique, minée par la bureaucratie et la corruption. Des hommes sans talent exerçaient des postes à haute responsabilité à la faveur d'une amitié haut placée. Mis bout à bout, c'est toute cette médiocrité qui a précipité l'effondrement du bloc soviétique. Poutine a compris à ce moment-là que le communisme stalinien n'était pas adapté à la réalité de ce monde. La condition humaine empêchait la mise en œuvre de cet idéal marxiste-léniniste. Le communisme et le pouvoir soviétique n'ont pas réussi à faire de la Russie un pays prospère, avec une société en développement dynamique et un peuple libre. Vladimir Poutine, dans sa tribune « La Russie au tournant du millénaire ». Avec Poutine, il était donc évident qu'il n'y aurait pas de retour au communisme. Mais le régime politique qu'il avait hérité d'Eltsine n'était pas non plus très efficace. Alors, à ton avis, il a fait quoi? Eh ben, il a tout misé sur le capitalisme. Mais avec des caractéristiques très précises. Il s'est appuyé sur les Siloviki, ces hauts fonctionnaires très puissants et très impliqués dans la vie politique du pays. On pense par exemple à Sergueï Ivanov ou à Sergueï Shoigu, qui ont longtemps collaboré avec Poutine avant d'être démis de leurs fonctions. Et c'est ici qu'entre en jeu une notion importante. Pour Poutine, le vrai problème du communisme, c'était pas la centralisation de l'économie, mais sa mauvaise gestion par des fonctionnaires incompétents. Lorsque Eltsine a opéré sa transition vers le capitalisme, il s'est entouré d'oligarques peu formés au métier de la finance et complètement instable. Poutine a souhaité éviter cet écueil en s'entourant de personnalités compétentes et fiables. C'est la naissance du capitalisme à la Silovik. Alors, est-ce que ça a marché? Bah, en théorie, oui. Regarde ce graphe. Sous la présidence de Poutine, l'économie russe a connu une croissance ininterrompue jusqu'en 2008. Les salaires ont même doublé. Alors comment est-ce que ça s'explique? Bah en fait à l'époque le cours des matières premières était très élevé, ce qui a permis à la Russie de s'enrichir rapidement. Mais bon, l'extractivisme et la rente pétrolière et gazière, c'est pas non plus le modèle économique le plus sain. D'ailleurs dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine et de la première salve de sanctions, on a observé une légère récession de l'économie russe du fait de la baisse de ses exportations de gaz et de pétrole vers l'Occident. N'empêche que les années passant, la stratégie sur laquelle Poutine avait misé semblait être la bonne. Plutôt que de créer de zéro des institutions fortes, il a mis en place de bons managers aux postes de décision les plus importants. Mais il n'y a pas que ça à dire sur l'idéologie de Poutine quand même, non? Et bah justement, on t'a gardé quelques surprises pour la fin. L'Europe et l'Asie unies? Pour comprendre ce qu'il se passe dans la tête de Poutine, pas besoin de lire Marx, Hayek ou Adam Smith. Lui, il est plutôt allé chercher son inspi du côté des penseurs russes assez méconnus en Occident comme Ivan Ilyin, Yevgeny Primakov ou Alexander Dugin. C'est ce qui explique son adhésion à une idéologie bien précise, l'eurasisme. Grosso modo, l'eurasisme prône la création d'un bloc culturel eurasiatique en opposition au bloc occidental formé par l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. C'est du néo-impérialisme de tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que pour les eurasistes, plusieurs arguments viennent appuyer cette doctrine géopolitique.
En fait, Poutine s'inspire des 5 principes énoncés par l'ex-premier ministre russe Yevgeny Primakov en 1993. Le premier, c'est la défense de la position dominante de la Russie en tant que puissance globale et pas uniquement régionale. Le deuxième principe, c'est celui du pragmatisme rationnel. Le troisième principe, c'est de placer la Chine au cœur de sa politique étrangère en établissant un partenariat solide et durable. Le quatrième principe, c'est l'opposition systématique à toute tentative d'expansion de l'OTAN, mais aussi le rapprochement avec tout pays s'opposant à l'impérialisme US. Le cinquième et dernier principe, c'est le recours sans retenue à sa capacité de dissuasion nucléaire et à son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces principes ont depuis été mis à jour pour donner naissance au néo-eurasisme théorisé par Alexander Dugin. Lui voyait 3 pays avec un énorme potentiel pour mener à bien son projet eurasiatique. Le premier, c'est l'Allemagne, qui permet le contrôle de l'Europe, typiquement à travers le gaz. Le deuxième, c'est l'Iran, qui tient les clés du Moyen-Orient. Et le troisième, c'est le Japon pour l'Extrême-Orient. Alors pourquoi le Japon et pas la Chine? En fait, Dugin se méfie des prétentions impérialistes du régime communiste chinois. Et ces dernières années semble lui avoir donné raison. Mais tout ça, c'est la théorie. Alors pourquoi et comment Vladimir Poutine veut la mettre en pratique? Mais tout simplement parce que c'est un outil de lutte d'influence pour contrer la puissance de l'Occident. Poutine souhaite la fin de la domination occidentale et lui préfère l'instauration d'un ordre multipolaire dans lequel la Russie serait amenée à jouer un rôle de premier plan face à la Chine et aux États-Unis. Jette un œil à ça. La Russie devrait retrouver son statut de superpuissance et devenir un centre d'opposition à l'unilatéralisme états-unien sur la scène politique internationale. Dr Emre Ersen, chercheur à l'université de Marmara en 2004. Alors comment la Russie va-t-elle y parvenir? Déjà, elle compte sur une armée relativement puissante. Enfin, c'est ce qu'on pensait au départ. Et puis on a vu le bourbier ukrainien. Mais n'empêche que depuis les années 2010, le Kremlin a massivement investi dans sa modernisation. Mais la puissance brute ne suffit pas à elle seule. La Russie doit aussi donner la priorité au soft power. Et pour ça, elle compte appliquer la doctrine Karaganov. Derrière ce nom barbare, l'idée est on ne peut plus simple. Moscou justifie ses invasions comme celle de l'Ukraine, mais aussi celle de la Géorgie ou d'une partie du territoire moldave, par une rhétorique quasi mafieuse. La Russie protégerait tous les peuples russophones, même ceux ayant une nationalité différente. Ça passe par le soutien financier et militaire à des mouvements séparatistes genre en Ukraine avec le Donbass, mais aussi en Géorgie avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud-Alanie, ou encore en Moldavie avec la Transnistrie. Mais cette protection spéciale se manifeste aussi par des petits gestes qui paraissent insignifiants, comme l'attribution de passeports russes aux peuples russophones installés dans les pays frontaliers de la Russie. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'intervention de l'armée russe dans le cadre d'opérations spéciales à l'étranger. Il s'agirait, selon le Kremlin, de défendre leurs compatriotes. Tout ça parce qu'ils appartiendraient tous, supposément, au même pseudo-groupe ethnico-linguistique. Alors, est-ce que Poutine est le mieux placé pour incarner le leadership eurasiatique? Eh bah, pas vraiment. Il en est même très loin. En géopolitique, la théorie est une chose et la pratique en est une autre. Par exemple, en 2001, quand les États-Unis, à la tête d'une coalition occidentale, ont lancé leur invasion de l'Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre, Poutine a autorisé l'établissement de bases militaires US un peu partout en Asie centrale. Ça lui a valu pas mal de critiques de la part des partisans de l'eurasisme. Ceci dit, même s'il n'est pas irréprochable, à l'heure actuelle, il est le seul homme fort de la région. Et puis, il est surtout constant au niveau de son objectif. Il veut placer la Russie au centre de l'échiquier. Mais pour y parvenir, il ne suffit pas d'affaiblir les États-Unis. Il doit aussi promouvoir la création d'une identité eurasiatique. Alors, comment va-t-il s'y prendre? Chapitre suivant. In Putin we trust. Tu te rappelles quand on t'a dit que Poutine avait réaffirmé sa foi orthodoxe après le décès de sa mère? C'est pas une simple anecdote qu'on a balancée là comme ça, hein. Quand Poutine a accédé aux plus hautes fonctions de l'État, la pratique de la religion
a complètement changé de dimension en Russie. Elle s'est inscrite dans l'identité nationale au point d'en devenir l'un des piliers fondamentaux. Elle occupe depuis un volet tout aussi important dans le projet eurasiatique du président. En même temps, c'est pas étonnant. Durant l'ère soviétique, la religion était conspuée et sa pratique sanctionnée. Normal vu que l'idéologie soviétique plaçait la mère patrie et l'ouvrier au cœur de tout. Or, la religion vient instiller l'idée qu'il y a quelque chose de supérieur à cet idéal, d'où son interdiction et la persécution de ses pratiquants. Sauf que la croyance orthodoxe a survécu au soviétisme, et pas qu'un peu. Aujourd'hui, près de 70% de la population russe est chrétienne orthodoxe. Voilà pourquoi l'église orthodoxe est un élément central du projet eurasiatique. La force brute ne suffit pas, elle doit être associée à la construction d'un roman national, d'où l'intérêt de la religion. Mais dans la pratique, ça se concrétise comment ? L'une des principales décisions de Poutine dans ce domaine, ce fut d'abolir l'impôt pour les paroisses orthodoxes. Tous les autres lieux de culte, juifs, cathos, musulmans, payent bien une taxe à l'État. Puis, en 2010, la Russie a restitué au clergé orthodoxe tous les biens confisqués par les soviétiques. Et finalement, parce que la Russie reste la Russie et que les voies du Seigneur sont impénétrables, Poutine a autorisé l'église orthodoxe à entrer au capital de plusieurs grands groupes énergétiques. Vous imaginez ou pas la quantité de blé que ça leur a rapporté? Ça leur a surtout permis de financer la construction de 23 000 nouvelles églises et donc d'élargir le vivier de croyants. En gros, si le reste de l'Europe devient de plus en plus laïque, la Russie, elle, a pris le chemin inverse. Et on ne parle pas seulement de thunes, il y a aussi une question d'influence culturelle. Par exemple, en 2012, Poutine a introduit la discipline de l'orthodoxie dans toutes les écoles publiques. En gros, c'est comme si demain, tous les gamins français inscrits dans un établissement public devaient aller en cours de catéchisme. Puis, en 2016, Poutine a introduit la loi Yarovaya, visant à faciliter la lutte antiterroriste. Sauf que l'un des chapitres de cette loi contenait des dispositions anti-prosélytisme. Ça veut dire que l'État avait une amplitude plus large pour réprimer les minorités religieuses, comme par exemple les protestants, pour éviter qu'ils n'évangélisent les pratiquants de la foi orthodoxe. Mais encore une fois, rien n'est gratuit, surtout en Russie. Alors, qu'est-ce que l'église orthodoxe a donné en retour au maître du Kremlin? Déjà, un soutien inconditionnel à sa ligne politique, et notamment à ses opérations militaires extérieures. En 2014, quand le gouvernement russe apportait son soutien logistique et militaire aux milices séparatistes dans le Donbass, l'église orthodoxe, elle, servait de relais de propagande tant pour les Russes que pour les populations ukrainiennes dans les territoires occupés. Et en 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'église orthodoxe a de nouveau fait preuve d'une loyauté exemplaire. Le patriarche Kirill appelle les Russes à la mobilisation spirituelle. Vous imaginez? Le patriarche de l'église orthodoxe en personne est allé jusqu'à déclarer qu'il s'agissait en quelque sorte d'une guerre sainte, qu'elle purifierait l'âme de tous ceux qui tomberaient au combat. L'Église est consciente que si quelqu'un meurt dans l'exercice de ses fonctions militaires, alors sans aucun doute, il se sacrifie pour les autres. Ce sacrifice efface tous les péchés qu'une personne a commis. Patriarche Kirill. Après, que pouvait-on attendre d'autre de la part d'un gars qui en 2017 avait déclaré que la lutte armée contre les pays qui tolèrent l'homosexualité, comme la France et l'Ukraine, était justifiée en assimilant la tolérance des minorités sexuelles au fascisme et à l'apartheid. Bref, la question qui se pose à présent, c'est de savoir si Poutine sera capable ou non de mettre en œuvre le rêve eurasiatique. À vrai dire, jusqu'en 2022, il s'y prenait plutôt bien. Il a même réalisé des progrès significatifs dans ce sens. Par exemple, en 2014, il avait lancé l'Union économique eurasiatique. Pour l'heure, cette union ne rassemble que 5 pays. La Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Arménie. Alors, bien entendu, elle a vocation à s'élargir. Bref, à quoi sert cette union? Déjà, à faciliter les déplacements des gens, des capitaux et des marchandises. C'est la version slave de l'espace Schengen. Le problème, c'est que la guerre en Ukraine a un peu remis ce projet en question. D'ailleurs, le Kazakhstan, l'un des pays les plus importants de cette union, prend progressivement ses distances avec la Russie, comme on t'en parle dans cette vidéo. Mais il n'y a pas que le Kazakhstan qui est réticent. Par exemple, la Biélorussie a déjà formulé des craintes quant à une possible perte de sa souveraineté économique au profit de la Russie. Pareil, c'est un sujet qu'on abordait ici. Et en même temps, cette guerre a aussi servi de tremplin pour Poutine pour se distancer de l'Occident et se rapprocher de la Chine ou de l'Iran. Allez, affaire pliée. Maintenant, à ton tour. À ton avis, est-ce que le projet eurasiatique de Poutine est viable? Ou est-ce que la guerre en Ukraine l'a tué dans l'œuf? Est-ce que tu penses que la composante religieuse de
de la doctrine politique de Poutine est sincère ou s'agit-il d'un écran de fumée pour mieux contrôler les Russes? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Tu peux aussi nous écrire un DM sur Insta ou mieux encore un commentaire. Et finalement, si t'as envie de nous accompagner financièrement dans cette aventure, je te laisse le lien pour notre plateforme de financement participatif. Allez, à très vite pour plus d'actu. Das vidania.